Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup d'être là, soit en présence, soit à distance pour ce deuxième axe du colloque. Donc, après avoir vu ce matin des migrations où le fait de migrer permettait d'acquérir ou de maintenir une position privilégiée, là, on va voir l'envers du décor, entre guillemets, avec des cas, des trajectoires dans lesquelles on a plus d'ambivalence et où la fragilité des privilèges en migration est plus visible. Et donc on va commencer avec cette première session qui aborde la question des dynamiques familiales et conjugales dans la migration. Donc on aura dans cette session trois communications. D'abord la communication de Sophia Awani, qui est doctorante à l'université Grenoble-Alpes en sociologie, également à Terre à Paris 8. Et donc qui va nous présenter une communication qui s'appelle « Devenir immigré, de la migration transnationale à l'installation durable en France métropolitaine pour des femmes de la bourgeoisie marocaine et algérienne ». Ensuite, on enchaînera sur la communication de Thomas Firsch, qui est maître de conférences en géographie et HDR à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, et dont la communication s'intitule « Le privilège de la parenté des migrants intra-européens, usages transnationaux de la parenté et nouvelles migrations italiennes qualifiées à Paris ». Et on terminera sur la communication de Miyako Hayakawa, qui a soutenu récemment sa thèse en anthropologie à l'EHESS, qui est également à Terre à l'Université de Toulouse, et dont la communication s'intitule « Insertion professionnelle des migrantes japonaises en France, l'intersection de la classe sociale, les normes conjugales et le capital culturel ». Bonne écoute. Alors, bonjour à toutes et tous, et merci aussi aux organisateurs et organisatrices de ce colloque qui nous donne vraiment l'occasion d'avoir des échanges très riches sur ces migrations privilégiées. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats de mon habilitation à diriger des recherches que j'ai soutenues en décembre 2021, il y a un an, et qui était consacrée aux usages de la parenté en situation transnationale, à travers le cas des nouvelles migrations italiennes qualifiées à Paris. Alors le champ d'études sur la famille transnationale, c'est un champ assez important qui s'est développé ces 30 dernières années, mais qui concerne essentiellement des migrations sud-nord ou est-ouest en Europe, c'est-à-dire essentiellement des migrations qui affectent les familles nucléaires, la séparation de la cellule conjugale et nucléaire, donc de mères de leurs enfants ou de conjointes de leurs conjoints, etc. En revanche, dans les migrations nord-nord, et là dans le cas des migrations italiennes à Paris, il y a peu de disruptions comme ça, de séparation des ménages en migration, mais en revanche, la migration affecte la famille étendue ou justement la parenté au sens propre. Et là, on a très peu d'études. On a très peu d'études parce que la parenté est supposée être une affaire de pauvres ou une affaire des Suds, mais elle est beaucoup moins étudiée quand il s'agit d'étudier les Français à New York, les Italiens à Bruxelles, etc., et les expatriés. En fait, les études ont redécouvert la force, les études de sociologie ou d'anthropologie ont redécouvert la force de la parenté dans les sociétés occidentales, mais plutôt à l'échelle nationale. À l'échelle transnationale, les ressources de la parenté dans les migrations très qualifiées et privilégiées nord-nord sont vraiment sous-étudiées et largement en fait invisibilisées, alors qu'elles existent. Et c'est ce que je voudrais montrer justement, c'est ce que j'ai rencontré en fait, qui a émergé du terrain dans mes études sur les migrations italiennes et que je voudrais vous présenter aujourd'hui, en montrant que justement si on va au-delà de ce que j'ai appelé une kinship blindness, un aveuglement à la parenté dans les études migratoires privilégiées. Si on va au-delà de ça, au contraire, on rencontre, et en particulier dans les migrations intra-Schengen, des usages extrêmement importants de la parenté, quotidiens, flexibles, assez différents de ceux qu'on observe dans les migrations sud-nord, qui se font à plus grande distance et qui se heurtent à toutes les politiques de contraintes sur les regroupements familiales. Les Italiens et les Italiennes de Paris peuvent
dans l'espace Schengen, faire venir qui ils veulent, quand ils veulent, pour le temps qu'ils veulent, parmi les membres de leur parenté, avec des usages comme ça quotidiens et flexibles de la parenté qui sont, j'aimerais essayer de le montrer, qui peuvent constituer un privilège extrêmement important et une ressource dans le maintien de leur position sociale. Alors, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord revenir rapidement sur mon cadre théorique, méthodologique, et puis ensuite, je vais développer très en détail une étude de cas ethnographique, puisque j'ai fait dans cet HDR, en fait, des monographies familiales multisituées, en interrogeant plusieurs membres d'une même parentèle dans plusieurs endroits en Europe, et pour reconstituer leurs usages quotidiens de la parenté. Et donc, je vais essayer de montrer ce privilège de parenté en acte à travers une étude de cas. Alors, tout d'abord, sur le contexte un peu de cette étude, c'est celui d'une reprise de l'émigration italienne en Europe depuis la fin des années 2000, et plus largement d'ailleurs une migration sud-européenne qui concerne aussi les Portugais, les Grecs, les Espagnols. Ces vieilles terres d'émigration qui étaient devenues des terres d'accueil dans les années 90 et qui sont redevenues des terres d'exil, un peu, enfin des terres d'émigration à la fin des années 2000, puisque la crise de la zone euro a affecté l'Europe du Sud de manière particulièrement intense. Donc j'ai commencé en 2012-2013 à mener des recherches collectives avec des collègues Adrien Dubuc, Camille Schmoll et Torre Recchi sur ces nouvelles migrations italiennes à Paris. On a fait des enquêtes par questionnaire et par entretien biographique pour essayer de cerner un peu le profil socio-professionnel, leur insertion résidentielle, leur mode de circulation avec le pays d'origine. À une époque où cette migration était très médiatisée dans les pays de départ, très médiatisée en Italie à travers le thème de la fuite des cerveaux, par exemple, mais aussi en Grèce, en Espagne, au Portugal, mais où on avait encore très peu d'études dessus. Dans l'image médiatique, vous le voyez là sur la une de l'Espresso de 2012, on présentait cette migration comme une migration très différente des vieilles vagues migratoires italiennes, beaucoup plus qualifiées, concernant des jeunes citadins et des jeunes citadines, s'employant dans des grandes métropoles, dans du tertiaire supérieur. En fait, nous, on a essayé de voir un peu ce qu'il en était à travers notre enquête par questionnaire. On a vu que, certes, le profil était plus qualifié que les vagues migratoires précédentes italiennes en France, mais qu'il y avait quand même encore des travailleurs non qualifiés qui venaient, et que surtout, parmi les travailleurs qualifiés qui venaient, on était loin du profil d'une élite migrante. C'était plutôt des enfants de la massification universitaire, des classes moyennes très diversifiées au sens large, menacées quand même de précarité professionnelle en Italie, qui offre peu d'opportunités dans le marché formel de l'emploi pour les jeunes adultes. Et donc, on était bien face à une migration de classe moyenne. Et donc c'est pour ça que là, ces migrations, elles sont privilégiées au sens non pas de la classe sociale d'origine de ces migrants, qui sont de classe moyenne, parfois d'origine assez modeste, leurs parents n'ont pas toujours fait des études, etc. Mais vraiment, il s'agit d'un privilège juridique et qui est aussi lié à la race, au sens où ils ne sont pas discriminés dans l'espace public avec une visibilité de leur altérité, mais surtout un privilège au sens juridique qui est lié à l'étymologie du privilège, la loi privée, enfin les leges privatiae, les lois particulières s'adressant à un corps constitué sous l'Ancien Régime, et en fait là qui leur permettent en fait, c'est des classes moyennes qui vont utiliser la possibilité, l'espace de libre circulation Schengen pour justement diversifier leurs ressources et lutter contre la précarité qui peut les menacer en Italie. Alors ça, c'était des enquêtes collectives. Moi, j'ai décidé dans mon HDR de creuser une dimension qui a émergé de cette enquête au cours des entretiens. C'était que quand on faisait des entretiens auprès des Italiens qui étaient un peu plus installés, qui commençaient à avoir des enfants, là, au gré des entretiens, on a vu émerger le rôle très important des grands-parents, par exemple, qui venaient s'occuper des enfants à Paris, etc. Et donc, ça a émergé de temps en temps dans les entretiens. J'ai voulu creuser la question en faisant une enquête ethnographique sur les usages de la parenté dans ces migrations. Et donc, ça va poser des problèmes méthodologiques de dépasser cette kinship blindness.
Et ce que je voudrais montrer, c'est que si on la lève, en fait, c'est plutôt le troisième paragraphe là, qui m'intéresse, j'ai déjà tout dit le début, c'est en fait qu'il y a certes, il y a des mécanismes familiaux qu'on trouvait auparavant qui ont décliné dans ces nouvelles migrations italiennes. Notamment, il y a très peu de chaînes familiales migratoires. Ce n'est pas des migrants qui migrent sur mandat familial pour renvoyer des remises au pays d'origine. On est très loin de ce modèle. Mais la parenté joue un rôle essentiel dans leur socialisation précoce à la mobilité, dans le soutien à l'accession immobilière très vite après l'installation à Paris, et surtout dans la mise en place d'un welfare transnational du quotidien, c'est-à-dire un appui quotidien dans la prise en charge des enfants ou des parents âgés en Italie, grâce aux circulations permises par l'espace Schengen. Alors, en fait, cette dimension cachée de la parenté, pour reprendre l'expression de Martine Segalen, elle apparaît surtout ethnographiquement à travers l'analyse des pratiques des enquêtés plus que de leur discours, parce que souvent ils ont tendance à minimiser ou ne pas évoquer spontanément le rôle de leur parenté dans leur itinéraire migratoire, qui est toujours très individuel et méritocratique, qui parfois fait allusion au réseau universitaire et aux solidarités de classe d'âge, mais très peu au soutien familial d'origine, dans un ethos qui valorise évidemment la méritocratie individuelle. Donc pour essayer de dépasser ça, j'ai fait 3 monographies familiales multisituées entre 2016 et 2018 qui consistent à essayer d'interroger le maximum de personnes de la parentèle d'un individu dans plusieurs lieux et en essayant d'assurer un suivi sur plusieurs années. Là, j'ai assuré un suivi un peu intermittent en ligne et en face à face de ces familles sur 2 ans. J'ai fait à peu près une dizaine d'entretiens, des entretiens avec une dizaine de personnes de chaque famille, ce qui fait une quarantaine d'entretiens en tout, plus observation des fêtes de famille, etc. Et je me suis appuyé théoriquement sur le concept de Florence Weber de parenté pratique, plus que de famille en partant d'une définition normée de la famille. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé aux gens de me dire où habiter, quelles étaient leurs relations avec leurs parents, leurs enfants, etc. Je leur ai demandé de me dire avec qui ils étaient en contact pour gérer leur vie quotidienne. Et souvent en partant aussi, par exemple, des groupes WhatsApp qu'ils avaient en regardant avec eux les personnes avec qui ils communiquaient régulièrement. Donc partir des groupes de parents réellement mobilisés dans la situation migratoire et qui est très différente de la parentèle normative. Donc j'ai parlé de parentèle connectée, assez différente de la parentèle normative de ces enquêtés. J'avais un exemple là. Voilà. Alors ce que je voudrais montrer, c'est justement que, à travers là une étude de cas, c'est que le privilège, ce que j'appelle privilège de parenté, c'est la possibilité d'un usage quotidien et flexible de la parenté par-delà les frontières. Je reprends cette phrase que j'ai mis en bleu, on importe les grands-parents quand on en a besoin, d'un de mes enquêtés, et qui correspond très bien justement au modèle asymétrique de la circulation transnationale du Caire, tel que l'ont défini Loretta Baldassar et Laura Merla. C'est-à-dire un modèle non pas de réciprocité structurale, mais d'appui sur la parenté au quotidien en fonction des possibilités offertes par le contexte. Alors, j'en arrive à mon étude de cas. C'est en fait donc une monographie que j'ai faite sur la famille de Magda et Lorenzo. Magda est née en 1982 dans la banlieue de Naples. Elle est issue d'un milieu d'artisans du cuir. Son père n'a pas fait d'études. Sa mère, en revanche, vient d'une famille d'artisans du cuir qui ont assez bien réussi. Mais donc voilà, plutôt de classe moyenne de la banlieue de Naples. Son mari, Lorenzo, lui est d'origine romaine, d'une famille de classe moyenne, fils de journaliste. Ils se sont rencontrés à Bologne, où ils ont fait leurs études ensemble. Et ils se sont mariés à Naples. Et ils habitent à Paris depuis 2013. Ils sont arrivés en couple à Paris, et ça c'est un phénomène aussi qui revient beaucoup. Et donc c'est 2 personnes du sud de l'Italie et de Rome, mais qui sont passées par l'Italie du Nord. Ça aussi c'est un itinéraire qui revient souvent dans cette nouvelle migration. Elle est imbriquée dans la migration sud-nord aussi au sein de l'Italie, et qui en 2013, à la suite, donc Lorenzo, lui, c'est un ingénieur dans l'industrie nucléaire, et il a trouvé un post-doc à Paris, ce qui lui a fait mis le pied à l'étrier. Et puis finalement, sa femme Magda l'a rejoint en 2013. Ils vivent stablement à Paris depuis 2013 et ils ont un fils ensemble qui est né à Paris, Marco, qui est né en 2015.
Voilà, alors j'ai en fait interviewé Magda d'abord chez elle à Paris avec son mari en janvier 2017. Et puis j'ai également rencontré sa mère, Lucia, son frère cadet, Carlo, sa tante maternelle, Giuseppina, et également Tina, l'employée de maison sri-lankaise que Magda a engagée en 2013 pour pouvoir s'occuper de son père malade, ce qui lui a permis de migrer à Paris, parce que sinon elle culpabilisait de laisser son père sans soutien. Et je les ai re-rencontrés après, en novembre 2017, et j'ai assisté aussi au premier Noël familial parisien de la famille en 2018. Et donc j'ai assuré un suivi de la famille sur 2 ans de leurs interactions. Alors j'ai reconstitué comme ça le schéma structural de parenté de cette famille, mais en introduisant un code couleur pour voir qui vivait où. Donc les triangles, ce sont les hommes, les cercles, ce sont les femmes. Magda, alors je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je ne sais pas si on le voit là. Ouais, si on le voit. Magda est ici, hein, Lorenzo est ici. Donc en jaune, c'est les Parisiens. En vert, c'est ceux qui ont vécu ou qui vivent en Italie. Vert foncé, l'Italie du Nord. Vert clair, l'Italie du Sud. Et puis les couleurs rouge et orange, c'est l'Europe. Et puis le bleu, c'est l'Amérique du Nord. Et donc c'est pour montrer ce schéma structural de parenté, voilà, que en fait ces deux individus s'inscrivent dans des lignées migratoires, dans une histoire diasporique familiale importante, dans ces familles du sud de l'Italie qui ont des traditions migratoires dans leur famille. Simplement, à la génération de leurs parents, on avait évidemment des chaînes familiales migratoires vers le Venezuela, par exemple, pour la famille paternelle de Magda, où c'était des fratries qui se suivaient, hein, et surtout les hommes qui migraient seuls. Pareil dans sa famille maternelle ici vers la Suisse, migration circulaire. En revanche, à la génération suivante, alors il y a aussi les deux fratries. La fratrie de Magda a pratiquement entièrement immigré, enfin, a migré aussi. Son frère est parti un peu passé à Londres et puis est revenu s'installer à Bologne. Dans la famille de son mari, la sœur de son mari, Anna, vit à Londres. Donc on a aussi des fratries migrantes, mais qui ne se suivent pas dans les mêmes destinations. Il y a plutôt de l'émulation européenne, de l'émulation un peu de classe d'âge dans ces fratries, mais qui ne se suivent pas en s'appuyant forcément sur des chaînes migratoires familiales. Voilà, bon, là, c'était juste pour montrer qu'en fait, ils s'inscrivaient quand même dans des familles avec une tradition migratoire, des récits migratoires qui circulent, et donc une socialisation à la mobilité assez précoce. Bon. Alors, il me reste 5 minutes. Alors, le privilège migratoire, c'est pas seulement cette socialisation à la mobilité, c'est surtout, pour Magda et Lorenzo, une aide familiale à l'installation très importante pour les achats immobiliers à Paris. Ils ont accédé très rapidement à la propriété dans Paris Intramuros, dans le 14e arrondissement. Ils ont été en location par une filière, d'ailleurs par des amis italiens, pendant 1 an et demi. Et puis, quand Magda est tombée enceinte, tout de suite la famille s'est mobilisée, aussi bien la famille de son mari Lorenzo. On a là un extrait de l'entretien où son père a vendu un studio à Rome qu'il réservait à son fils pour pouvoir faire le crédit à Paris. Et du côté de Magda, sa mère, ça correspondait à son départ en retraite. Et elle a utilisé la somme en Italie de liquidation de la retraite qui est donnée pour le départ en retraite pour faire le crédit à Paris. Et elle est venue à Paris visiter les appartements avec sa fille Magda. Donc c'était vraiment une affaire de famille. Le père de Lorenzo, après avoir aidé son fils à acheter un appartement à Paris, a lui aussi acheté un pied-à-terre au moment de sa retraite pour pouvoir venir plus facilement s'occuper de son petit-fils après sa naissance en 2015. Donc il y a vraiment, voilà, aussi bien dans la recherche de l'appartement, la mobilisation de l'argent, les deux familles qui sont mobilisées et qui permettent un achat rapide, une accession au bout de 2 ans à la propriété. Dans la zone euro, donc facilité par le contexte de Schengen. Surtout, le privilège migratoire, c'est un appui quotidien sur ce que j'ai appelé les flying grandparents italiens, c'est-à-dire une convocation pour faire face à des problèmes de garde des enfants, des grands-parents sur commande à Paris, parfois juste pour un week-end ou pour des séjours d'une semaine à 15 jours, mais très réguliers dans le temps. Alors en fait, ce système a commencé en 2015 quand Magda et Lorenzo ont retiré leur fils de la crèche parce qu'ils trouvaient les crèches françaises trop dures.
Et le temps qu'il trouve une assistante maternelle, les deux familles se sont mobilisées. Donc le père de Lorenzo venait 15 jours. Puis quand il repartait, c'était la mère de Magda qui venait 15 jours, avec aussi sa sœur, la tante maternelle de Magda. Elle venait à 2 femmes, s'occuper de Marco en se logeant dans l'appartement de Magda et Lorenzo, en se serrant dans le salon. Ce système a perduré quand le fils de Magda et Lorenzo a trouvé une assistante familiale, parce que finalement c'était aussi un soutien moral, émotionnel aussi, et matériel, logistique pour les courses, l'ameublement, etc., qui était assuré par les familles d'origine. Et donc Elio, lui, a mis en place des tours, le père de Lorenzo, a mis en place des tours réguliers d'Europe, qui fait à peu près tous les 2 mois, en passant chez son fils à Paris, puis chez sa fille à Londres, en s'appuyant sur son pied-à-terre parisien, et puis il va se loger, en général, il prolonge par un week-end à Londres chez sa fille, de manière régulière. Et donc là, on a vraiment de l'aide quotidienne dans les courses, les trajets à l'école, etc., des grands-parents italiens. Enfin, ces mobilités très liquides permettent aussi d'extraire une rente, ce que j'appelais une rente de circulation, parce que souvent, dans ces familles de classe moyenne du sud de l'Italie, sont des familles multipropriétaires qui disposaient d'appartements que la famille leur a légués en Italie. Et en fait, Magda a grandi dans ce que j'ai appelé un vicinage à Naples, c'est-à-dire 2 immeubles de famille proches dans la même rue, où vivent les membres du même parentel dans des appartements indépendants mais proches. Et elle a reçu dans un de ces immeubles, qui appartenait entièrement à son grand-père maternel, un appartement qui est laissé vide. Et du coup, elle va utiliser la location à court terme sur Airbnb de cet appartement pour financer le salaire de Tina, la domestique sri-lankaise qu'elle a fait engager pour s'occuper de son père malade, pour pouvoir justement migrer. Et son frère fait la même chose parce que son frère habite à Bologne. Et donc, comme c'est des circulations, elles ont besoin des appartements pour rentrer quand elles rentrent. Il reste 1 minute. La location de court terme Airbnb est extrêmement valorisée parce qu'elle permet ces usages souples de la parenté. Et alors, c'est possible aussi parce que justement, tout le système des clés, des locations est assuré par les parents voisins, donc la tante maternelle Giuseppina ou la mère de Magda quand elle est à Naples. Et donc ce système en vicinage permet aussi les circulations au sens où il constitue un point d'ancrage et une source d'une rente financière. Alors, j'accélère. Bien sûr, ce welfare familial vient en complément du recours au welfare français et au welfare italien. Et il y a même un système de welfare shopping largement, en fait, illégal, mais largement toléré de la part des Italiens de Paris, qui en fait, normalement, au bout de 6 mois de résidence en France, devraient s'enregistrer au consulat italien en France et perdre leurs droits à la santé publique italienne, mais en fait ne le font pas pour pouvoir justement choisir entre les éléments du système sanitaire français, avantageux comme les maternités, et les éléments positifs du système sanitaire italien, notamment comme la pédiatrie. Et donc, Magda rentre voir son pédiatre en Italie, en utilisant ces mobilités très rapides. Alors, je conclus. J'avais fait une étude des groupes WhatsApp familiaux, de 4 groupes WhatsApp familiaux de Magda et Lorenzo, pour voir justement comment, dans leur parenté, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont mobilisées en fonction des différents usages de la parenté. Je passe vite, mais ce que je veux dire, qu'une autre dimension de ce privilège migratoire, c'est aussi le fait que les liens numériques, très intenses, pour ces personnes qui possèdent plusieurs moyens d'accès à Internet dans des métropoles très connectées, ces liens numériques ne se substituent pas à l'absence, ils sont articulés, ils encouragent des visites aussi extrêmement fortes. Ils rentrent 4 fois par an en Italie et leur famille vient les voir à peu près tous les 2 mois. Donc il y a une ambient co-presence, il y a une co-présence familiale quasi continue au sein de cet espace Schengen. Alors, je finis pour dire des limites de mon étude, bien sûr. Voilà. Ce privilège de parenté, c'est des usages flexibles et légitimes de la parenté permis par l'espace Schengen, par ce privilège de circulation, mais c'est aussi, mais il vient, enfin voilà, il permet de diversifier les ressources, c'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable
pour la survie de ces familles en migration, il vient s'ajouter à une diversité de ressources. Et donc, il vient diversifier les ressources pour des classes moyennes menacées par la précarisation dans un contexte d'insécurité sociale fort. Et la question, c'est bien sûr la survie de ce modèle dans le contexte post-Brexit de l'Union européenne, où justement, là, les familles que j'ai enquêtées étaient très embêtées parce qu'il y avait des membres à Londres. Et effectivement, le Brexit et le Covid ont en quelque sorte révélé l'aspect très contextuel et très dépendant à l'intégration européenne de ce système de mobilité que ces familles avaient mis en place. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Avant qu'on passe à la présentation, je voudrais juste savoir s'il y a une personne qui regarde les questions YouTube ou pas. Voilà, ou si c'est possible de le faire. D'accord. En tout cas, voilà, je renvoie le message aux personnes qui sont à distance que n'hésitez pas à écrire dans le chat YouTube si vous avez des questions et on les lira à voix haute à la fin. C'est à vous. Vous m'entendez? Oui, oui, ça marche. Ah, il faut parler un peu fort, oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Miyako Hayakawa, docteur en anthropologie. J'ai récemment soutenu ma thèse sur la migration japonaise en France. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit problème technique. Je crois que mon ordinateur est mort. Et puis, c'est ce que j'ai acheté au début de ma thèse. Et puis, quand je viens de terminer ma thèse, il est plus là, oui. Oui, bon, finalement, j'ai pu terminer la thèse, donc c'est bon. Okay. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation qui m'a donné cette occasion de présenter mon travail. Alors, je suppose que l'organisation n'a pas été facile, surtout dans ce contexte de Covid. Et puis, j'ai changé plusieurs fois des itinéraires, donc je remercie beaucoup. Alors, je commence. Alors, ma communication aujourd'hui porte sur les enjeux spécifiques de l'insertion professionnelle des migrantes japonaises qualifiées en France qui sont en couple, soit dans le mariage intra-japonais, c'est-à-dire des couples japonais-japonais, soit dans le mariage international, c'est-à-dire dans la plupart des cas, c'est des couples franco-japonais. Comme je détaillerai plus tard dans cet exposé, la plupart appartiennent à la classe moyenne, diplômée et qualifiée. Donc, cette mobilité peut être caractérisée comme une migration privilégiée de nord-nord. A priori, quand on parle de ces femmes issues d'un pays du Nord, on a l'impression qu'elles sont dans une position aisée et privilégiée par rapport aux femmes de tiers-monde. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, ces femmes migrantes venant d'un pays du Nord confrontent également à diverses sortes de contraintes. En fonction des pays d'origine et des contextes sociaux, elles sont toutes sujettes à des rapports de pouvoir différenciés qui rendent leurs expériences uniques et distinctes, qui sont pourtant difficilement reconnaissables sur le volet de privilèges. C'est ce que je souhaite explorer dans cette communication.
Ici, je vais examiner des différents aspects de leur insertion professionnelle en mettant la focale sur les obstacles et la non-reprise de travail. Avant de rentrer en détail, il convient de préciser quelques caractéristiques de la migration japonaise en France. À l'heure actuelle, on dénombre un peu plus de 44 000 ressortissants japonais en France. La première caractéristique, en fait, c'est le déséquilibre genré. La démographie japonaise est caractérisée par une forte domination féminine. Oui, un petit peu fort. Oui, d'accord. Oui. Par exemple, chez ceux qui se déclarent comme résidents permanents, comme vous voyez, à peu près 70% des personnes sont des femmes. D'après les statistiques, on peut établir une raisonnable hypothèse que cette population féminisée représente en fait un grand nombre de femmes qui sont mariées à un Français. La deuxième caractéristique consiste en leur profil socio-professionnel. La plupart sont des diplômés universitaires. La population nippone est très majoritairement constituée par une seule couche de population, c'est-à-dire la classe moyenne. Donc, ils ne viennent pas s'installer en France pour des raisons purement économiques, pour subvenir aux besoins de la famille. Ils ont des parcours et trajectoires variés, tous migrent avec leur propre projet. Mais si on repère tout de même un point commun, c'est que lorsqu'ils s'installent en France, les motifs migratoires sont toujours liés aux activités professionnelles de conjoints. C'est la troisième caractéristique. Parmi mes entités qui étaient en couple, je n'ai repéré aucun cas dont le motif migratoire était de caractère partagé. Maintenant, on va s'intéresser aux enjeux auxquels confrontent les migrantes japonaises en France dans l'insertion professionnelle. Il y a deux cas de figure bien distincts. Premièrement, chez les couples intra-japonais, j'ai constaté que peu de femmes exerçaient un métier, quel que soit le cadre de leur mobilité, soit la mutation assignée par l'employeur japonais ou la migration volontaire sans rattachement institutionnel. La majorité de ces femmes mariées restaient principalement femmes au foyer, à la maison, parfois pendant de très longues périodes, par exemple plus de 10 ans. Cette situation des épouses japonaises dans le mariage intra-japonais contraste énormément avec celle des femmes qui sont unies à un conjoint français ou européen, car la plupart s'engagent dans une activité professionnelle. À première vue, cette réalité opposée nous donne l'impression bien simpliste que les couples internationaux entretiennent un rapport plus égalitaire que le font les couples intra-japonais, permettant aux femmes de s'épanouir dans la vie professionnelle et d'avoir l'indépendance financière. Pourtant, même si ce schéma représente une certaine réalité, il se complexifie en prenant compte des contextes particuliers de l'emploi de migrantes japonaises en France. Maintenant, on va s'intéresser aux facteurs qui ont poussé ces femmes dans la sphère domestique. Premièrement, si les migrantes japonaises dans le mariage intra-japonais semblent réticentes à entreprendre une activité professionnelle, le motif de leur hésitation est avant tout lié à l'intériorisation des rôles genrés dans le foyer. Car, comme montrent plusieurs travaux, le pays est marqué par une forte orientation patriarcale, où les pratiques familiales sont largement dictées par les normes genrées. Par exemple, pour vous donner quelques idées, environ 60% des femmes arrêtent leur travail à l'arrivée du premier enfant. La norme de division sexuelle du travail, autrement dit, le modèle de homme pourvoyeur économique et femme au foyer, reste encore très marqué dans le pays. Donc, si ces femmes restent volontairement dans la sphère domestique pour assurer la responsabilité reproductive, il est possible que cette structure genrée est exportée dans le pays d'arrivée. Et il faut également signaler le fait que les femmes les plus diplômées et qualifiées partagent cette norme. Par exemple, médecins,
cadre supérieur en entreprise, rédactrice ou bien chercheuse. Ce sont tous profils réels que j'ai rencontrés sur le terrain. Deuxièmement, leur non-reprise de travail a une raison structurelle liée aux pratiques managériales des entreprises japonaises. Les entreprises japonaises considèrent que le rôle de caregiver des épouses est crucial pour la réussite d'une mission à l'étranger. Elles imposent certaines limites et contraintes en famille de leurs employés d'une façon à la fois implicite et explicite à travers divers dispositifs mis en place par la direction des ressources humaines. Par exemple, les entreprises proposent non seulement des cours d'anglais aux épouses japonaises, mais également des séances d'orientation sur l'expatriation en leur enseignant l'importance de la contribution reproductive et le développement des femmes obéissantes. Ils vont jusqu'à leur imposer l'interdiction formelle de l'activité professionnelle. Il est vrai que cette pratique s'effectue de moins en moins, heureusement. Alors, cette pratique s'observe encore aujourd'hui. Plusieurs de mes enquêtées femmes ont témoigné l'existence d'une telle consigne pendant la durée de mission de leur mari. Pourtant, bien évidemment, certaines femmes effectuent un travail de réajustement des normes familiales en dénaturalisant la notion de la division sexuelle du travail et essaient d'entreprendre une carrière professionnelle. Pourtant, il faut souligner le fait qu'elles sont déjà dans une position défavorisée sur le marché de l'emploi en France. Je m'explique. Ici, on constate une réalité paradoxale. La classe et le diplôme freinent leur insertion professionnelle. Plus elles sont diplômées et qualifiées au Japon, moins elles ont la chance de retrouver un emploi équivalent à leur niveau. Car en France, en fait, les offres d'emploi pour les natifs japonais sont concentrées massivement autour des métiers manuels dans les secteurs tels que la restauration, l'hôtellerie, la coiffure ou les épiceries japonaises. Donc, ces offres d'emploi ne peuvent pas absorber la totalité d'éventuels chercheurs d'emploi diplômés et qualifiés qui sont pourtant la grande majorité dans la population nippone en France. Par conséquent, une fois migrée, elle connaît souvent un déclassement social sur le plan professionnel. Évidemment, il y a un autre facteur, la barrière linguistique. Même si certaines ont une expérience en français, par exemple dans le cadre d'un échange universitaire, les cours de langue, et même si elles se débrouillent plutôt bien en français, cela ne les amène pas directement à l'emploi, car l'apprentissage de français soi-même ne donne lieu à aucune spécialisation. Dans une formation linguistique, on apprend à comment parler, mais pas de quoi parler. Et ce dernier est exactement ce qui compte pour trouver un emploi de col blanc. Par conséquent, à part une petite poignée de personnes qui exercent les métiers qui n'ont rien à voir avec la langue, par exemple artistes, musiciens, coiffeurs, restaurateurs, pâtissiers, etc., pour qui l'apprentissage du français ne se présente qu'une simple étape à franchir pour convertir leurs compétences dans une autre langue, pour une grande majorité des migrantes japonaises diplômées et qualifiées, une simple connaissance de la langue française ne permet pas l'accès à un emploi comparable à celui qu'ils occupaient au Japon. Ainsi, ces femmes qui ne sont pas dans les voies plus ou moins manuelles ou artistiques se trouvent souvent dans une situation difficile. Ici, je vous présente quelques cas précis. Leiko et les quadragénaires, ils travaillaient comme experts comptables au Japon. Mariés à un Français qui est cadre supérieur d'une grande entreprise, le couple s'est installé à Paris avec leurs 2 filles. À son grand regret, il a dû donner sa démission au moment qu'il est parti du Japon. Et comme ces filles ne parlent absolument pas français, mais elles sont tout de même scolarisées dans un établissement français, Leiko doit les accompagner dans leurs devoirs et la vie de tous les jours, même si son niveau de français est à peine intermédiaire. Il n'a pas le temps pour se
peut se former et redémarrer sa carrière en s'investissant dans l'apprentissage du français ainsi que la pratique de la comptabilité en France. Elle ne peut donc pas convertir sa compétence dans un travail professionnel. Elle témoigne son sentiment de résignation. Alors, évidemment, je veux travailler, avoir une carrière pour moi aussi. Tout le monde veut une carrière. Mais avec mes expériences et qualifications, et surtout avec mon niveau de français, ce n'est pas possible. Alors, avec ce sentiment de résignation, elle est amenée à entreprendre une activité alternative et compensatoire dans d'autres domaines plus récréatifs. Aujourd'hui, elle prend plaisir à apprendre la cuisine et la pâtisserie française. Alors, je vais sauter ce cas. C'est un cas d'une japonaise qui était au départ journaliste, mais qui travaille actuellement comme serveuse dans un restaurant de sushi. Bon. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux enjeux spécifiques des femmes qui sont unies à un Français. À première vue, celles qui sont dans l'Union internationale semblent avoir plus de liberté pour poursuivre une carrière professionnelle. Oui, en effet, sauf quelques cas isolés, alors on s'aperçoit que la plupart d'entre elles exercent un métier. Pourtant, il y a une autre dimension qui rentre en jeu. Il s'agit des visions différenciées sur les normes conjugales, la classe sociale et le capital culturel qui se croisent de façon intersectionnelle et font le travail féminin également problématique. Alors, une de ces problématiques se trouve dans les attentes différenciées des normes conjugales. Comme j'ai évoqué précédemment, alors le Japon est un pays où la division sexuelle du travail s'avère extrêmement marquée et cette norme est partagée chez les jeunes générations également. C'est la même chose. Alors, pour les couples biactifs, la responsabilité financière des hommes demeure relativement intacte en raison de l'écart important des revenus entre les deux sexes. Cette attente genrée pour la vie conjugale s'oppose évidemment au contexte français qui génère parfois des tensions entre le conjoint français et l'épouse japonaise. Je vous présente ici le cas de Hana. Elle est diplômée de Bac plus 4 et elle est actuellement enseignante d'anglais. Elle s'est installée en France suite à son mariage avec un Français. Peu après son installation en France, elle est sollicitée pour trouver un emploi par son conjoint et sa belle famille. Elle témoigne qu'elle n'avait pas très envie de postuler à ce poste d'enseignant d'anglais parce que ce n'était pas son métier et qu'elle avait un autre projet d'avenir. Elle était intéressée par les études de management depuis longtemps. Elle voulait faire un master en gestion. Avec un diplôme de Bac plus 5, elle a pensé qu'elle pourrait avoir plus d'opportunités pour décrocher un travail intéressant. Puisque c'était elle qui devait tout abandonner pour migrer dans le pays de son futur conjoint, elle ne se voyait pas comme pourvoyeuse économique de foyer. Mais elle renonce finalement à son projet en postulant à un poste de convenance. Elle témoigne. Bon, je ne dis pas. Ah oui, d'accord, oui. Alors, dans mon enquête de terrain, j'ai rencontré beaucoup de cas semblables à celui de Hana. En outre, au-delà des enjeux financiers, l'inclination à la sphère domestique des épouses japonaises peut parfois contrarier les conjoints français. Ici, le motif économique n'est plus en question. C'est le cas d'Alexandre et Saori. C'est un couple franco-japonais qui se sont installés à Paris suite au mariage. Mais au bout de quelques années passées à Paris, Saori reste toujours sans emploi, ce qui inquiète son mari Alexandre. Le cas s'avère distinct de l'exemple de Hana, car la sollicitation d'Alexandre pour le travail venait plutôt de l'appréhension pour son état d'inactivité. Ici, l'influence de la classe sociale et le capital culturel associé à la manière de vivre interviennent considérablement dans les discordances observées au sein du couple.
Alexandre est issu d'une famille de classe moyenne, avec la tradition familiale très internationale et libérale, dotée d'un capital culturel élevé. Dans sa famille, avoir une activité pour soi-même, quelle que soit sa nature, rémunératrice ou pas, était considéré comme primordial et allant de soi. Par ailleurs, Saori est également issue de la classe moyenne, mais un peu moins aisée. Elle a été élevée dans une famille où elle n'avait pas l'habitude d'être sollicitée ou encouragée pour entreprendre une activité parce qu'elle était fille. Son père a même refusé de payer ses études universitaires, même s'il est payé à celles de son petit frère. Alors, comme elle était tellement habituée à cet environnement, lorsqu'elle a rencontré de nouvelles valeurs chez sa belle famille, et après le mariage, c'est-à-dire quasi égalité homme-femme et la liberté totale accordée aux femmes, il s'est figé devant cette nouvelle liberté effrayante qui lui était complètement inconnue. Elle a du mal à se relancer dans le monde du travail, et face à ces réticences difficilement compréhensibles, son conjoint se montre perplexe. Ce cas d'Alexandre et Saori, où le mariage constitue en quelque sorte une mobilité sociale ascendante pour l'épouse japonaise, nous enseigne comment les rapports des classes sociales et les normes familiales interviennent conjointement sur la question du travail féminin. Alors, en guise de conclusion, je résume un peu les points. Tandis que les femmes dont le mariage intra-japonais s'engagent difficilement dans une activité professionnelle, à la fois en raison des normes genrées sur la famille et les pratiques managériales des institutions japonaises, la plupart de celles qui sont dans le mariage international exercent une profession et semblent avoir une certaine liberté. Pourtant, elles confrontent à une autre sorte de contrainte due aux normes conjugales différenciées entre les deux pays. Pourtant, alors, je reviens au cas de Hana, qui est enseignante d'anglais. J'ai suivi son cas. Ici, il faut ajouter que même si elle était réticente au départ d'entreprendre un travail de convenance, au fur et à mesure que le temps passe, elle a commencé à apprécier cette situation. L'indépendance financière lui donne la confiance en soi en tant que professionnelle. Aujourd'hui, elle souhaite poursuivre cette carrière d'enseignante. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Le respect du temps était parfait. Il vous restait même 1 minute. Vous entendez bien ? Oui. Pourtant, je suis collé au micro là. Ça. Bon. Merci beaucoup à tous les intervenants et pour la richesse de chacune des interventions, hein, vraiment très grande richesse, et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour d'abord lire et discuter ces papiers. Donc ça m'a énormément intéressé, ils sont tous passionnants, toutes les interventions étaient passionnantes, très riche et, comme on l'a dit tout à l'heure, basé sur un travail en immersion, des terrains longs, des enquêtes sur le long cours, et ça fait, je pense, toute la différence et toute la richesse de ces interventions. Donc je vais commencer par proposer quelques thèmes un peu transversaux, et puis Pauline ajoutera à ce que je dis. Alors, ce qui de mon point de vue, transpire de ces interventions, c'est peut-être d'abord le poids des contextes nationaux, hein, qui est évoqué de différentes manières, et m'a rappelé alors un petit peu les travaux d'Ousmane Khan, hein, qui parlait des arènes de référence, là, le pays d'origine comme l'arène de référence, depuis laquelle les logiques, hein, sociales prennent finalement tout leur sens et qui influent sur les trajectoires à des degrés divers. Et du coup, c'est un questionnement que l'on a aussi quand on travaille sur des terrains dits multisitués. C'est quel statut pour chacun de ces terrains, quel statut explicatif. On voit la trajectoire de Noria en Algérie est très intéressante, ramenée à l'histoire de la guerre d'Algérie et de la résistance, et puis après de la guerre civile, voilà, comme exemple.
Ensuite, ce qui transparaissait aussi, et ça fait écho à ce qui a été dit ce matin finalement peut-être, c'est la question des passeports. En fait, hein, la question des passeports à des degrés divers, en fait, selon deux modalités en fait, qui ont été discutées tout de suite et puis ce matin aussi. D'abord, une question des passeports qui, malgré le statut social, depuis les pays du Sud, comme l'a dit Thomas Firsch, pour les migrants qui sont contraints par les politiques migratoires, en fait, finalement, malgré le statut social privilégié dans le pays d'origine, des formes d'anxiété documentaire qui transparaissent et qui renvoient notamment au rapport hiérarchique entre les pays et à ce que Mark Salter appelle le régime global des visas et qui influe de manière très à la fois symbolique mais aussi très concrète pour ces migrants et qui fait écho du coup à mes propres travaux sur la recherche d'un second passeport parmi les élites maliennes de ces familles très aisées qui finalement une des ressources qu'ils cherchaient à acquérir au-delà du diplôme c'était peut-être la ressource même le vrai diplôme disait-il cette fois le passeport, voilà, l'acquisition d'un passeport d'une nouvelle citoyenneté qui va avec. Donc le passeport comme capital symbolique, capital on parle des fois dans la littérature anglophone d'un capital de facilitation de la migration. Et c'est ce que dit aussi Thomas Firsch avec les Italiens qui sont absous de ces problèmes-là et qui du coup peuvent circuler beaucoup plus facilement. Ensuite, une troisième chose, c'était peut-être les enjeux de distinction. Alors surtout sur les papiers de Sofia Awani et Miyako Ayakawa, sur le fait d'essayer de ne pas correspondre à certaines figures sociales. La figure au Japon de la femme au foyer qui a, je reprends ce que vous dites dans votre texte, une contribution reproductive ou le sens du sacrifice, entre guillemets. Et pour les migrantes maghrébines, celle de la femme immigrée issue de classes populaires arrivée via le regroupement familial. Donc il y a des enjeux de distinction et qui reviennent dès le départ pour le travail de Sofia Awani. En tout cas, c'est ce qu'elle a mis en avant dès le départ. Et ensuite, et enfin, alors c'est évident également, c'est l'inscription des migrations dans des inégalités de genre et la façon dont cela induit des bifurcations. Alors vous ne parlez pas de bifurcation dans vos travaux, on pense aux travaux de Michel Grossetti, forcément vous n'en parlez pas. Alors peut-être de voir si pourquoi vous ne les sollicitez pas, à quoi ça peut servir sinon. Et donc la place des rapports de domination au sein des couples, et ça renvoie clairement au titre de notre atelier cet après-midi, c'est la question de la fragilité du privilège au regard des rapports de genre, peut-être au-delà, enfin ça va avec la classe sociale, mais même parfois ça la transcende, on a l'impression que les migrants et les migrantes font avec finalement ce rapport inégal et qui affecte fortement leur parcours. Peut-être quelques rapides questions aux intervenants. Alors peut-être Miyako d'abord, une question très rapide. Je me posais la question des lieux en fait. Alors, vous parlez de migrants installés à Paris. Est-ce qu'ils sont tous installés à Paris ? Est-ce qu'ils sont ailleurs ? Je me disais que c'est pas la même chose. Enfin, le lieu d'habitation, alors surtout en France où c'est très centralisé, influe aussi sur l'offre d'emploi. Je voulais savoir si ça avait une influence. Et pour Thomas Firsch, alors j'avais une question très basique, méthodologique. Je me demandais quel type de données vous allez recueillir lors d'observations des fêtes familiales. Concrètement, comment vous faites ? Ça m'a interrogé. Et puis, Sophia, je vous avais déjà posé la question aussi de la méthode tout à l'heure. Donc, merci en tout cas à toutes et tous pour vos interventions très riches. Merci beaucoup. J'enchaîne ou on répond tout de suite ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je peux répondre rapidement ? Ouais. Oui, alors en fait, j'ai pas du tout évoqué sur la méthodologie, mais en fait, j'ai combiné deux méthodes. Alors la première, c'est des entretiens individuels que j'ai effectués un peu partout en France. Donc c'était pas seulement sur Paris. Je les ai effectués à Paris, à Lyon, dans le sud et également un peu partout en France. Et la deuxième méthode, c'était une observation participante que j'ai effectuée dans une micro-communauté japonaise, mais pas à Paris.
Donc, c'était pas seulement à Paris, mais où vivaient mes inquiétés. Voilà. Je réponds à la question précise ou après on reprendra tous les points. Non, les fêtes familiales, pour moi, c'était concrètement, logistiquement, c'était le plus simple pour rencontrer facilement beaucoup de gens de la famille, parce qu'en fait, c'est ultra compliqué de faire ces enquêtes multisituées, de suivre des gens d'une même famille, sauf à les interviewer en ligne, mais ça ne favorise pas, enfin, c'est compliqué. C'est beaucoup plus simple pour les rapports de confiance, surtout dans un suivi un peu ethnographique, quand on veut garder un lien avec ces enquêtés, de les voir en face à face. Donc déjà, il y avait ça, il y avait à voir les personnes réunies et de voir justement qui se réunit et arrive à se réunir. Et après, c'était très important pour les pratiques symboliques, voir le poids symbolique de chaque personne dans la famille et leur rapport au lieu aussi, leur rapport à l'espace domestique, leur manière de faire, et aussi dans les pratiques numériques, parce que en fait, beaucoup de ces pratiques numériques de communication avec la famille m'étaient racontées dans les entretiens, mais j'avais peu l'occasion de les observer régulièrement. Et là, dans les fêtes de famille, quand je restais 2-3 jours, je pouvais voir la grand-mère qui chantait des chansons en ligne à sa petite fille le soir, etc., sur tablette, voilà, des choses comme ça. Donc c'était une occasion d'observation un peu prolongée, quoi. Voilà, c'est tout. Je vais ajouter quelques éléments de discussion en essayant de trouver des points de discussion entre ces trois communications qui, encore une fois, j'ai trouvé très riches et qui se faisaient écho sur pas mal d'aspects. D'abord, alors une question qui est présente dans ces trois travaux, c'est la question de la conjugalité en lien avec le genre. Et on voit ici, dans plusieurs exemples que vous avez donnés, à quel point la migration ou au contraire la sédentarisation était liée en fait en priorité à des opportunités professionnelles du partenaire masculin. Et on le voit d'ailleurs même dans l'exemple de Magda et voilà, le couple que vous donnez comme exemple, ça a l'air d'être aussi ça. Et on voit qu'ici, le fait d'appartenir aux classes moyennes ou aux classes supérieures permet de fournir quelques ressources aux femmes pour, malgré tout, arriver à trouver des aménagements. On le voit dans le cas de Yasmine, dans le texte de Sophia Awani, où elle arrive à faire des allers-retours entre Nantes et Casablanca pour rester chercheuse en biologie, mais ça nécessite des arrangements assez coûteux. Dans le cas de la communication Miyako Hayakawa, vous donnez l'exemple de certaines épouses japonaises qui arrivent à trouver des postes dans des institutions basées en France, mais où on peut parler japonais et travailler en japonais. Donc on voit qu'il y a des ressources pour arriver à maintenir un tant soit peu, mais on a aussi des cas où les épouses donc, vont plutôt occuper des postes peu qualifiés dans le pays d'arrivée. L'autre point que j'avais repéré, c'était sur le fait, et ça on le voit dans chacune de vos communications, que effectivement les migrations privilégiées reposent sur des ressources familiales qui sont en général invisibilisées, et notamment du travail domestique réalisé en priorité par des femmes. Donc ça peut-être, ce serait intéressant de voir sur l'exemple des grands-parents s'il y a une division sexuée sur ce point. Et donc souvent la migration est rendue possible par cette division sexuée des rôles au sein des migrations privilégiées. Le troisième point que j'avais repéré concerne, donc vraiment en écho avec l'idée d'anxiété documentaire. Moi, je pensais plus à la question de la reconnaissance des diplômes, puisqu'on voit que, je pense notamment aux femmes de ces classes moyennes et classes supérieures, dont l'une des ressources importantes, c'est leur diplôme, c'est l'accès, en fait, l'école comme voie d'accès aux classes moyennes et supérieures, c'est souvent comme ça que les femmes de classe moyenne et supérieure arrivent à avoir une activité dans les professions intellectuelles supérieures. Et on voit que dans le cas où il y a une migration,
cette voie d'ascension sociale pour les femmes est rendue plus difficile. Et donc, voilà, on voit que ça reste possible dans quelques niches, effectivement. On voit dans le texte de Sophia Awani où il y a quelques postes au sein de la fonction publique qui ne sont pas soumis à des conditions de nationalité, mais là, il y a la question de la reconnaissance des diplômes qui reste posée. Et donc, peut-être cette fragilité des privilèges liés aux difficultés de reconnaissance des diplômes à l'étranger, elle se pose sans doute d'autant plus fortement pour les femmes que pour les hommes, et donc là, ça renvoie aussi à la dimension du genre. Voilà, je voudrais terminer par quelques questions. Alors d'abord une question pour Thomas concernant l'effet des migrations sur les trajectoires. Alors justement, je m'inspire des résultats des 2 autres communications pour poser la question des trajectoires féminines au sein de vos monographies, pour passer finalement de l'analyse à l'échelle du couple ou de la parenté à celle de l'échelle individuelle, et savoir en quoi ces ressources liées au mode de garde peut modifier finalement l'accès à l'emploi des femmes immigrées italiennes. Ensuite, il y avait une question pour Miyako Hayakawa sur cette question du stigmate de la femme au foyer. Je voulais savoir comment concrètement, par quelle méthodologie vous aviez pu saisir ce ressenti, comment ça se traduisait concrètement dans les familles et comment les femmes éventuellement résister à ce stigmate, comment le stigmate se recomposait aussi au moment où les femmes avaient des enfants. Si par exemple le fait d'avoir des enfants leur permettait d'affirmer une respectabilité dans la maternité par exemple. Enfin, voilà, j'avais une question sur ce point de la stigmatisation des femmes au foyer. Oui. Merci beaucoup. On avait pensé une dernière question d'ouverture pour tout le monde. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la parenté et de la conjugalité, mais on voulait poser en ouverture quid de la fratrie et des frères et sœurs, des rôles des frères et sœurs dans la décision de migrer et dans la manière de vivre la migration. Je vais commencer puisque j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Merci beaucoup pour ces remarques. Je n'entrerai pas dans les détails de chacune d'entre elles, mais disons que sur les enjeux distinctifs que tu évoques, Kevin, effectivement, il y a vraiment cette volonté de ne pas correspondre aux figures sociales. Et c'est vrai que du coup, ça m'avait vachement amusé d'être classée dans la session dynamique familiale et conjugale, alors même que c'est ce que refusent les enquêtés. Et du coup, c'est vrai que c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Et donc, j'attends aussi ta réponse, parce que effectivement, c'est cette figure que nous, on mobilise à travers aussi des catégories statistiques, des catégories d'État. En fait, ma communication ne servait pas à dire c'est quand même une figure qui se retrouve parmi les classes populaires. Elles sont populaires, elles viennent via le regroupement familial, et puis c'est tout. En fait, quand on retrace aussi, mais bon, j'avais pas le temps d'exposer d'autres trajectoires, mais on voit qu'en fait, c'est aussi un motif officiel, et que c'est aussi un moyen de contourner des limitations des entrées sur le territoire, et qu'une fois arrivé en France, il y a aussi un réaménagement, on se projette différemment. Une fois que les enfants ont grandi, on se dit aussi qu'on peut aller travailler. Il y a l'effet aussi des séparations volontaires ou subies dans le cas de décès. Les effets d'un accident maladie, par exemple, du conjoint, qui réaménage totalement la projection sur le marché du travail. Voilà, il y a vraiment pas mal d'éléments. Donc, c'est vrai que cette question des
ces figures sociales qu'on voit, qui sont beaucoup mobilisées sur la scène médiatique ou dans les discours politiques, c'est très difficile de... J'ai du mal, enfin, pour moi, ce serait tout un autre travail, une autre thèse que de montrer sa prégnance. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui surgit beaucoup dans les discours des enquêtés. Alors, sur ce que tu disais, Pauline, des migrations privilégiées qui reposent sur un travail familial invisibilisé, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très présent parmi ces enquêtés-là, plutôt issus des catégories supérieures, c'est la figure du père. Donc en fait, c'est très paradoxal puisque effectivement, elle se distingue des générations antérieures, c'est-à-dire oui, mais mes grands-parents, ma grand-mère, ma mère, les femmes de cette génération, elles ne travaillaient pas, c'est évident quand je leur pose la question. Nous, on travaille maintenant et elles s'affilient plutôt au père. En fait, l'emploi du père, son engagement militant, c'est ce qui est valorisé. Et donc, c'est vrai que ça peut aussi participer à invisibiliser d'autant plus ces mères au foyer qui en fait ont participé au fait qu'elles puissent bénéficier d'études prolongées ou elles peuvent entrer sur le marché du travail. Voilà, tac. Alors je terminerai peut-être donc sur la remarque générale sur la fratrie. Effectivement, c'est un truc qui revient beaucoup. Et il y a plusieurs, je dirais qu'il y a plusieurs profils. Il y a celles qui sont les premières de leur fratrie, les aînés à engager la migration. Et du coup, il y a une forme aussi, il y a une forme de culpabilité qui surgit dans les discours de « elles étaient censées rentrer ». Et en plus, il y avait une crainte liée au fait qu'elle venait en France. Et il y a celles qui bénéficient, comme c'est le cas de Noria, de tout ce que ça signifie que d'avoir des frères et sœurs qui ont effectué la migration avant elle. Et donc, elle bénéficie à la fois de ressources économiques, sociales, et ne serait-ce que d'un lieu où venir s'installer, où les marques sont prises à leur place, quoi. Et alors, si on poursuit sur cette question en incluant la dimension de genre, c'est vrai que les garçons dans les fratries des enquêtés, même lorsqu'ils ont effectué, je parle pour celles qui ont des profils assez similaires aux deux enquêtés que j'ai présentés, pour celles qui ont des frères, ils sont systématiquement rentrés lorsqu'ils sont passés par la France ou un autre pays plutôt européen. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye d'intégrer à la réflexion, mais qui est toujours délicat puisque ça repose sur quelques cas de figure. Voilà. Je te laisse. Merci. Pour ma part, merci pour toutes ces remarques. Je vais repartir du problème des trajectoires féminines, des éventuelles bifurcations et du genre dans la conjugalité. C'est vrai que chez les Italiennes de Paris que j'ai rencontrées, il y a aussi une volonté de mettre à distance certaines figures sociales. Et parmi ces figures sociales, il y a la following spouse. Il y a la femme qui suit son mari. Ça, c'est évident, c'est des femmes diplômées. J'ai observé aussi l'inverse. Dans d'autres familles, c'est plutôt les hommes qui suivent leurs femmes qui sont venus. Voilà. Il y a des arbitrages, vraiment il y a des arbitrages conjugaux négociés où chacun doit s'y retrouver, quoi, clairement. Donc voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une autre figure qui est mise à distance, alors, ils ne se définissent pas comme migrants, effectivement, ça, on l'a dit ce matin, c'est un terme qui est réservé pour les migrants indésirables, en quelque sorte, mais ils ne s'identifient pas non plus comme expats.
parce que justement, l'expatriation est associée à une structure très hétéronormée, très normative, de la following spouse, etc. Or, la plupart des Italiens et des Italiennes que j'ai rencontrés, c'était des jeunes adultes qui s'inscrivent dans une migration aussi de lifestyle européen en dehors des sentiers battus et des schémas de parcours de vie nationaux tout tracés. Ce que dit Adrian Favell sur une migration de liberté par rapport aux modèles nationaux de réussite sociale, etc. Et donc, ils mettent aussi à distance cette structure expatriée, etc. Par contre, la bifurcation que moi j'ai pu observer, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle intervient un peu plus tard dans le cycle de vie, c'est-à-dire quand, notamment avec la naissance des enfants, quand ces femmes font des enfants, où là, il y a un retour de la normativité fort, parce qu'elles vont avoir plus recours aux structures expat, justement, parce que pour trouver des babysitters, elles vont faire l'expérience à ce moment-là de modes d'éducation très différents en France des enfants. Elles vont plus s'appuyer sur les réseaux expatriés, le consulat, etc. Et donc retourner un peu dans cette structure hétéronormée. Et puis aussi, bon là, il y a un retour aussi de l'aide de la famille, donc qui met plus de pression familiale. Cette aide de la famille, elle se fait aussi à travers des pressions normatives sur l'éducation des enfants, etc. Et donc là, il y a certaines femmes, alors elles ne vont pas arrêter de travailler, mais parfois elles vont se mettre à mi-temps ou développer de l'auto-entrepreneuriat pour avoir plus de temps avec leurs enfants, etc. Mais donc là, c'est vraiment un moment un peu compliqué, cette négociation de la naissance des enfants. Et d'ailleurs, c'est plus général en Italie. Il y a souvent une conjugalité assez moderne, entre guillemets, et au contraire, la parentalité, là, pour le coup, qui provoque une rigidification des rôles de genre. Voilà. Et alors justement, par exemple, dans le couple que j'ai, dans l'exemple que je développais, ça c'est très net quand je leur demande leur projet. Autant lui, Lorenzo, il est pour remigrer, par exemple. Il continue à se définir comme un citoyen de l'Europe, très mobile, etc. Magda, elle dit « Ah ben non, moi, je veux dire, ça me demande, comme elle porte tout ce système de welfare familial, c'est elle qui le porte, qui l'a mis en place. Elle ne se voit pas recommencer ça ailleurs. Et donc, il y a aussi un épuisement dans la fabrication de ces migrations, qui sont donc des migrations, en fait, je veux dire, parce qu'elles s'accompagnent d'un effort. Ce n'est pas des mobilités ultra faciles, liquides, comme ça. Enfin, il y a un effort d'installation qui est coûteux et qui repose sur les femmes, là, dans ce cas-là. Et donc, le genrage des grands-parents, oui, bien sûr, c'est surtout des grands-mères, en fait. En fait, soit ils circulent en couple, mais il y a très peu d'hommes seuls, par exemple, qui vont venir à Paris pour s'occuper de leurs petits-enfants en laissant leurs femmes en Italie. Les seuls hommes seuls qui circulent, c'est des hommes veufs, enfin des hommes sans femmes, quoi. Ils circulent seuls parce qu'ils ont plus de femmes, etc. Donc en fait, c'est plutôt effectivement des femmes et même des groupes de femmes qui circulent. Là, c'est intéressant dans l'exemple que j'ai étudié, c'est deux sœurs, donc la grand-mère et la grande-tante. Mais j'ai aussi, dans une autre monographie que j'ai fait, là, c'est les deux mères, c'est-à-dire la mère de lui et la mère d'elle, qui s'accordent pour venir ensemble et qui, après, parfois prolongent leur séjour par un séjour touristique entre copines, etc. Donc, articulé à des séjours touristiques. Donc, il y a aussi des groupes de femmes comme ça, des groupes de grand-mères qui circulent entre femmes. Mais bien sûr, ce travail de parenté, il est vraiment vraiment géré. Alors, les hommes sont inclus dedans, mais la gestion, la charge mentale, etc., repose sur les femmes. Et alors pour ce qui est des fratries, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, je crois, et d'assez sous-étudié dans ces migrations. Moi, je n'ai pas vu une structure particulière comme, par exemple, les aînés qui migreraient plus. Ce que j'avais vu, par contre, pour ma thèse à Naples, où j'avais fait ma thèse sur les beaux quartiers de Naples, où là, il y avait, dans les années 60, c'était beaucoup les aînés qui migraient parce que c'était sur eux que reposait la charge symbolique de reproduction du statut familial et que... et dans une période de déclin des grandes familles, immigraient plus. Mais là, moi, j'ai pas vu de rang de fratrie, etc. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les fratries sont un cadre d'émulation, concurrence un peu au sein de ces jeunes. C'est-à-dire qu'il y a quand même on se compare à son frère et sœur, et il y a aussi des conflits très forts et de culpabilité entre ceux qui restent et ceux qui partent.
ceux qui rentrent et ceux qui restent, parce que justement, il y a tout le poids des parents âgés, par exemple, et il y a, notamment entre sœurs, il y a tout ce reproche que celles qui sont restées font à celles qui sont parties, que du coup, c'est sur elles que va reposer le soin des parents âgés, etc. Donc il y a, voilà, il y a cette... en tout cas, la décision de migrer n'est pas purement individuelle, elle est aussi négociée entre... Elle tient compte de ces rapports entre frères et sœurs très clairement, quoi. Merci beaucoup pour vos remarques, ça m'inspire beaucoup moi aussi. Alors, je ne suis pas sûre si j'ai bien saisi votre question. Alors, la question c'était, alors les femmes, donc, les migrantes japonaises, alors qui sont devenues femmes au foyer, alors comment elles ont surmonté la stigmatisation d'être devenues femmes au foyer, c'est ça? Ah oui, alors d'accord, oui. Alors en fait, ça dépend, ça dépend. Mais alors, je voudrais juste dire que, alors, j'ai fait beaucoup de lectures sur la migration, alors sur l'expatriation, et puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes nord-américaines et européennes, donc dans la migration internationale privilégiée, alors qui ont des frustrations ou dilemmes parce que dans la migration, parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans le pays d'arrivée, alors dans la plupart des cas. Mais alors, contrairement à ces femmes, d'après mon terrain, alors je crois que les femmes japonaises, elles acceptent mieux cette situation parce que d'abord, il y a la résignation, parce que, alors j'ai un petit peu évoqué dans l'exposé, alors le marché du travail au Japon, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que le recrutement se fait alors, sur l'adhésion, pas sur la compétence pour le poste. C'est-à-dire que c'est un emploi à vie. Donc, si l'entreprise vous dit que vous allez là-bas dans tel pays, alors il faut absolument obéir à l'entreprise. Sinon, la place n'est pas assurée à long terme dans l'entreprise. Donc, je crois que le fait que la mutation n'a pas été voulue par le conjoint, alors, je crois que ça joue sur le fait que les femmes acceptent mieux donc la mutation du conjoint. Et puis, bien sûr, il y en a qui vivent très mal la migration. Et j'ai vu plusieurs cas de divorce après l'expatriation. Alors, sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et puis il y a un facteur aussi qui est très important à signaler, c'est que, alors comme on ne peut pas décider le délai de la mutation et puis la durée et puis la temporalité, alors c'est-à-dire que un jour, on ne sait pas quand il faut rentrer au Japon. Donc, les épouses japonaises doivent préparer les enfants pour qu'ils ne soient pas perdus dans la scolarité japonaise. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travail, énormément de tâches éducatives pour les femmes japonaises qui sont en expatriation. Donc, le fait d'être très occupées dans la vie quotidienne pour l'éducation des enfants, c'est que, elles sont très occupées, donc elles ne peuvent pas penser à autre chose que l'éducation des enfants et puis comment gérer la vie quotidienne dans un pays étranger. Donc ça joue aussi sur, je crois que l'acceptation de la situation. Oui, voilà. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. On va prendre une ou deux questions. S'il y a des personnes dans la salle qui veulent poser une question, c'est le moment. Ou s'il y a une question aussi en ligne, on a peu de temps, mais un petit peu de temps quand même. Non. Ah.
mobilisation de tout le monde pour le faire. Alors, en fait, les trois enquêtés cibles, c'est des enquêtés que j'avais interviewés d'abord et qui avaient répondu au questionnaire qu'on avait fait tourner. En fait, j'ai utilisé le questionnaire pour sélectionner des enquêtés tous originaires de Naples. Ça pour des raisons logistiques. Enfin bon, je connais bien la ville, etc. J'ai fait ma thèse dessus, mais pour des questions logistiques aussi, de pouvoir aller faire des enquêtes à Naples et de rencontrer plusieurs membres de la même famille, etc. Et en couple avec des enfants, en fait. Ce qui me permettait, voilà, j'ai ciblé ça parce que j'avais vu dans les entretiens que c'était une période de forte mobilisation de la famille. Et donc voilà. Donc, comme ils avaient répondu à l'entretien, au questionnaire, déjà il y avait une curiosité, etc. Et puis après, ça a été vraiment un travail de mise en confiance. J'ai d'abord fait l'entretien à Paris avec les migrants eux-mêmes. Je leur ai demandé, voilà, ça a été un travail vraiment de confiance, quoi. Après, j'aurais demandé l'autorisation, après avoir un peu... alors, par exemple, j'ai beaucoup travaillé à partir des groupes WhatsApp pour identifier cette parenté pratique, mais je n'ai pas eu accès évidemment au groupe WhatsApp lui-même, c'est-à-dire c'est sur leur téléphone eux-mêmes qui me montraient une journée type de communication. À partir de là, j'ai identifié quelques personnes et j'aurais demandé si je pouvais aller les rencontrer à Naples. J'ai fait ce premier voyage, j'ai fait 3 terrains à Naples successifs, où j'ai rencontré d'abord quelques personnes référentes, voilà. Et puis après, comme je connais bien la ville, comme en parlant italien, j'ai noué les rapports de confiance et ça s'est fait sur 3 ans, en fait. Mais c'est uniquement... alors bien sûr, c'est un protocole méthodologique qui fait que je privilégie les gens qui sont engagés dans la sociabilité familiale et qui du coup, me conduit à sous-estimer les conflits. J'en suis... alors, les conflits me sont évoqués plus par ceux... de manière... de manière indirecte que par ceux qui sont forcément engagés dedans. Donc ça, c'est un biais... c'est un biais fort. En fait, la monographie familiale, telle que théorisée par Le Play au XIXe siècle, c'est l'école leplésienne, elle consiste à interviewer tous les membres. Enfin, le maximum de membres d'une parentèle. Enfin, et lui, il travaille plutôt sur l'unité domestique. Voilà. Mais là, en fait, en situation transnationale, c'est quand même très compliqué. Mais j'aurais peut-être dû, en fait, interviewer plus de monde. J'avoue, voilà, c'est une méthode qui a ses biais. Il faut en être conscient et qui contribue un peu à minimiser les conflits, même s'il y a beaucoup de conflits qui sont apparus. Hein. Mais j'ai pas pu interviewer toujours toutes les parties prenantes du conflit. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre une pause maintenant. Alors, je dirais... donc, on a jusqu'à 5h moins 10. Donc, on reprend à 5h moins 10. Voilà. 10 grosses minutes de pause. 12 minutes de pause.